monde associatif expérimente et étudie des solutions au cœur de la ville pour améliorer la vie des habitants. Souvent très riches d'enseignements, ces solutions méritent d'être partagées. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et je pars à leur découverte. Vous écoutez Ville solidaire, Ville durable, le podcast de la Fondation des solidarités urbaines, le laboratoire des bailleurs sociaux de la ville de Paris, qui offre ici un espace de partage d'expériences aux projets qu'elle soutient. Aujourd'hui, nous sommes avec Sarahi Gutiérrez, elle est directrice de l'association Batik International, qui a mené en 2021 et 2022 un projet dans le 13e arrondissement de Paris auprès de la communauté asiatique. Son but, recueillir les témoignages de la population des seniors dans cette communauté, comprendre leur parcours migratoire et valoriser une mémoire collective. Sarahi Gutiérrez, bonjour. Bonjour. Alors, en quoi consiste ce projet qui s'appelle Déchiffrons les mémoires et qu'est-ce qui a déclenché votre envie de le porter ? Nous sommes partis du constat qu'entre 2017 et 2020, l'isolement des aînés a presque doublé. C'est une donnée issue d'un rapport fait par l'association Les Petits Frères des Pauvres qui focalise beaucoup sur les populations françaises. Et nous qui étions en contact avec des populations d'origine asiatique, on avait cet écho aussi sans savoir une donnée concrète. Donc, nous avons décidé de nous engager pour lutter contre l'isolement de ce public à travers la mise en place d'une recherche-action qui permettait de revenir sur l'installation de ce public et essayer d'étudier les évolutions identitaires, mais aussi des ateliers d'accès aux droits et une sensibilisation plutôt des jeunes générations et notamment de la seconde génération des migrants sur les territoires pour les sensibiliser sur ces parcours. Alors, Déchiffrons les mémoires, c'est ce qu'on appelle un travail de recherche-action, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il mêle à la fois l'action de terrain et un travail de recherche scientifique. Comment s'est déroulée cette recherche-action ? Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ? En partenariat avec l'Université Paris-Cité, nous avons mis en place donc, une recherche qui visait, comme vous l'avez dit, à collecter des témoignages des seniors asiatiques s'ayant installés ou vivant toujours dans le 13e arrondissement. Avec deux objectifs. Les premiers étaient vraiment de collecter ces histoires, comme je l'avais dit, pour pouvoir étudier les mutations identitaires. Mais de l'autre côté, c'était aussi de pouvoir mesurer la collecte auprès de ce public pour étudier la faisabilité d'amplifier cette recherche par l'université plus tard. Et puis de l'autre côté, c'était aussi tout ce travail de pouvoir informer les personnes âgées sur leurs droits parce qu'on constatait dans les hypothèses qu'il y avait des difficultés d'accès des recours à droit avec une dématérialisation très forte de plus en plus sur des démarches administratives auxquelles ces personnes, pour des problèmes de langue, pour des problèmes d'isolement, ne pouvaient pas répondre. Vous avez donc collecté beaucoup de témoignages dans cette population senior du 13e arrondissement asiatique. Qu'est-ce que vous avez fait de ces témoignages ? Qu'est-ce que vous avez fait des histoires de vie que vous avez recueillies ? Alors, il y a eu 12 usages pour ces témoignages qu'on a recueillis. Du côté de l'université, il s'était plus concentré dans la collecte de données qualitatives pour pouvoir les analyser et donc du coup poursuivre une recherche, étudier comment cette installation s'est passée parce que les parcours migratoires depuis le départ en fait de ces personnes jusqu'à l'arrivée étaient bien documentés, mais il nous manquait des données sur l'arrivée des personnes, leur installation et leur intégration. Donc ça, c'est un travail de l'université qui, par ailleurs, se poursuit parce qu'on a différents calendriers entre le monde de la recherche et puis nous, plutôt les acteurs associatifs qui cherchons à répondre à un besoin qui était celui d'un isolement. Et donc, nous, de notre côté, on s'en servi pour créer un livret des témoignages qui étaient présentés au moment des événements conviviaux avec cette personne pour pouvoir les valoriser. Donc aujourd'hui, cette livret, il a été remis à toutes les personnes qui ont participé à cette collecte de témoignages, aux enfants, aux petits enfants de ces personnes, mais aussi à tous les gens qui sont dans des centres sociaux dans les 13e arrondissement avec lesquels on a travaillé. Est-ce qu'il y a des paroles en particulier qui vous ont marqué
Oui, il y a plusieurs histoires de vie. Je ne sais pas si c'est des paroles, mais je pense à cette personne qui nous a raconté qu'elle ne pouvait pas manger de riz. C'est plutôt sa fille qui nous a dit qu'elle était surprise quand la mère ne pouvait pas manger de riz, qu'elle ne comprenait pas. Et lors du recueil de témoignages, sa maman, elle nous racontait que pendant le parcours migratoire, elle a vécu dans des campements où la seule nourriture était de riz et qu'aujourd'hui, elle ne pouvait plus manger de riz, même voir les riz, parce que ça lui rappelait ces moments-là. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages qui vous ont particulièrement marqué ? Oui, je pense à Monsieur Paul, qui s'est engagé dans cette démarche, qui est une démarche pure, parce qu'il voulait comprendre son parcours de vie, mais surtout le parcours de vie de son père qui était déjà décédé. Il n'était plus là, et donc Paul, il s'est plutôt engagé pour mieux comprendre en fait quel était le parcours du père, comment le père se comportait. Aujourd'hui, que lui-même, il était père, Paul, il était confronté à la transmission de son histoire à sa fille. Il voulait mieux comprendre en fait quel était son héritage familial pour le transmettre. Ça nous a marqué parce que Paul est décédé cet automne. Et là, ça nous a montré l'importance de ce travail de recueil. Peut-être que c'est ce travail qu'il a fait. Aujourd'hui, sa fille ne connaîtrait pas qui était son grand-père, ni une partie de l'histoire de son père. Et donc vous avez naturellement une pensée pour ce monsieur Paul. Oui. Là, on était sur le travail de terrain de votre association. Et puis, il y a la partie recherche dans votre projet. Qu'est-ce qui est particulièrement ressorti de ce volet recherche ? Avant, j'aimerais bien parler d'un biais qui est apparu très rapidement, qui était le profil de ces personnes. Parce qu'on a eu accès à ces personnes via des associations communautaires. Donc, ça faisait que les personnes qui ont décidé de nous parler, c'était celles qui parlaient suffisamment bien français pour nous raconter leur histoire de manière autonome et qui étaient déjà engagées dans des associations communautaires. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que ce n'est pas les personnes les plus isolées qu'on a touché avec cette recherche. Et puis par ailleurs, c'était une proportion minime, donc je n'ai pas vocation à être exhaustif et à représenter les vécus de tous les migrants d'origine asiatique. En revanche, on a quand même confirmé certaines des hypothèses. La première est celle de l'isolement de ces personnes. Contrairement à cette idée qu'on aurait que les populations asiatiques, parce qu'elles ne parlent pas beaucoup, parce qu'elles sont discrètes, elles ne sont pas des problématiques, elles sont bien entourées par la famille, parce qu'il y a la pitié filiale qui fait que le fils doit s'occuper des parents, ou parce qu'il y a les liens intracommunautaires. Voilà, c'est des associations qui n'ont pas de problème d'accès aux droits. Et non, la recherche, elle nous a confirmé, des enquêtes, mais aussi bien les entretiens, qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont des problèmes d'accès aux droits, qui se sont isolées des cercles familiaux, parce que les modalités d'organisation familiale ont changé. Ça, c'est un premier constat. Un deuxième, c'est un phénomène de déclassement. Pour certaines familles, des familles des militaires, des fonctionnaires, qui arrivaient en France se sont retrouvés à évoluer dans des métiers du care ou des métiers de service à la personne, dans lesquels ils ont été confrontés à des situations de travail très compliquées, des licenciements abusifs, des mauvaises conditions de travail ou des non-respects du droit du travail, et ils ne savaient pas comment faire ou vers qui se tourner parce qu'il y a une méconnaissance aussi du droit français. Puis, dernier constat, c'est celui de l'importance du lien communautaire qui est présente jusqu'à aujourd'hui, mais qui était très, très, très important au moment de l'installation de ces personnes, qui a aidé parfois à faire évoluer des petites activités économiques, qui étaient un investissement pour trouver un logement plus important, qui étaient des mises en lien pour s'orienter vers une formation, et qu'aujourd'hui est un espace où on peut informer les personnes sur leurs droits, sur des conseils juridiques, qui offrent des permanences pour justement les démarches dématérialisées. Alors ce travail de recherche-action, il s'est terminé en 2022, donc il est terminé aujourd'hui. Est-ce qu'au final vous diriez que votre projet a atteint son but, qui était donc de contribuer à lutter contre l'isolement des personnes âgées vulnérables du 13e arrondissement ? Et s'il a atteint son but, comment est-ce que vous avez fait ? Oui, il atteint son but, même s'il reste encore des choses à faire, parce que ça dépend aussi d'une politique publique des prises en charge de ces publics. Pour nous, ça a été atteint pour plusieurs raisons. D'abord, vous dire que la recherche se poursuit avec l'université, donc il y aura peut-être des nouveaux constats qui vont ressortir. De notre côté, ce qu'on a constaté, c'est que pour lutter contre cet isolement, on a offert une première
écoute, ont pris en compte de la parole et du vécu de ces personnes. Des personnes, en fait, qui ne voyaient pas l'intérêt de raconter l'histoire, qui nous disaient non, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est pas grave par rapport aux migrations plus récentes, en fait, qu'ils peuvent voir à la télé. Pourtant, c'est des boîtes people qui nous disaient ah non, mais moi, j'ai pas vécu tout ça, c'est pas grave. Donc, une tendance vraiment à minimiser les vécus et qu'au moment de le raconter, et de le raconter en présence des enfants, des petits enfants, il y avait une prise de conscience que leur vécu avait de la valeur et aussi qu'il y avait une rupture dans la transmission. Parfois, en fait, on finissait les entretiens et c'était les enfants qui étaient en pleurs devant les parents. Mais pourquoi tu m'as jamais raconté ça ? Et donc, c'était les parents qui, là, ils se prenaient ces chocs de la transmission. Enfin, moi, j'appelle ça les chocs de la transmission parce qu'ils prenaient conscience que c'est ce qu'ils racontaient avait une importance dans la construction de l'histoire familiale. De ce fait, on pense qu'on a contribué à renforcer la transmission au sein de ces familles. Et puis aussi, au sein de ces ateliers qui étaient auprès des jeunes qui habitent dans l'arrondissement, qui vont être aussi des enfants de seconde génération, qui, quand on racontait les histoires, qu'on lisait des extraits de témoignages, ils étaient assez curieux, ils sortaient de l'atelier assez curieux de connaître même leur histoire de vie, combien même peut-être que le grand-père était un breton de longue date, mais ils voulaient savoir aussi d'où est-ce que ça venait, leurs origines et comment l'histoire familiale s'était construite. Très concrètement, après, on a répondu aussi à l'information sur les droits via les ateliers qu'on a mis en place et aussi à créer de la rencontre. Au moment où on a présenté les témoignages, par exemple, il y a une exposition avec un repas partagé qui crée la rencontre entre ces personnes qui, très simplement, ont voulu nous raconter leur histoire avec des personnes du quartier. Et alors maintenant, est-ce qu'il y a une suite à donner à ce projet ? Est-ce qu'il y a des perspectives ? Oui, il y a des perspectives parce qu'on a été très marqués par cette rupture dans la transmission des histoires, mais aussi tous les stéréotypes que les gens de seconde génération avaient eux-mêmes de l'histoire, eux-mêmes des communautés dont ils étaient originaires. Donc on a voulu poursuivre ce travail plutôt avec les jeunes pour questionner les stéréotypes et lutter contre les discriminations, dans le but qu'ils se sentent à l'aise, fiers de leur double culture, si je peux dire comme ça, française, mais aussi asiatiques, ou maghrébines, ou africaines, ou latino-américaines, comme c'est mon cas, qu'ils se sont à l'aise là où ils sont, là où ils vivent. Merci beaucoup, Saraï Gutiérrez. De rien. C'était Ville solidaire, ville durable. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur toutes les grandes plateformes de podcast, sur le média de l'économie sociale et solidaire mediatico.fr et sur le site internet de la Fondation des solidarités urbaines, fondée par les bailleurs sociaux Paris Habitat, la RIVP, Logiciemp, Aximo, l'habitation confortable et l'habitat social français. À bientôt.